news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil politique du RHDP, les innovations. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Monsieur Gilbert Kafana-Koné a été nommé président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le lundi 28 février 2022 à Abidjan lors d'une réunion du conseil politique au Sofitel Hôtel Ivoire, poste resté vacant depuis le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Ngon Coulibaly le 8 juillet 2020. Distingués membres du conseil politique, à la lumière de ces défis et perspectives, je voudrais lancer un vibrant appel aux militants afin que nous puissions les embrasser tous ensemble. C'est en effet à travers un engagement collectif que nous pourrons œuvrer pour la consolidation des acquis et la construction d'une résilience toujours plus forte face à tous les aléas, y compris les plus malveillants qui voudraient mettre en péril le navire ivoire. Monsieur Gilbert Kafana-Koné est fraîchement nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions, actuel maire de la très populaire commune de Yopougon et fidèle compagnon politique du chef de l'État depuis l'opposition. Le RHDP a entrepris des travaux de restructuration ces derniers mois qui ont acté la dissolution de la direction exécutive du RHDP en lieu et place d'un secrétariat exécutif, une entité qui sera dirigée par monsieur Adama Bitogo. C'est donc pour nous aujourd'hui un renouvellement de confiance qui, à n'en point douter, nous engage encore plus. Je voudrais donc, au nom de ce secrétariat exécutif, vous assurer de notre engagement, qui ne fera jamais défaut et qui n'a jamais fait défaut. Vous assurer de notre abnégation, parce que nous savons ce que vous représentez pour le RHDP, mais ce que vous représentez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Sa mission est d'exécuter les décisions stratégiques prises par le directoire du RHDP. Pour cette mission, 4 secrétaires exécutifs adjoints et 27 secrétariats nationaux spécialisés ont été créés. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 1er mars 2022 au palais présidentiel avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, M. Serge Ekoué. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a été créée par les États membres de l'UMOA le 14 novembre 1973. 49 ans après sa création, la Banque ouest-africaine de développement, dont le siège est à Lomé, au Togo, semble en pleine expansion. Les échanges ont permis d'évoquer l'augmentation du capital de la BOAD, des opérations de cette institution bancaire en Côte d'Ivoire, ainsi que la situation économique de la zone UMOA. Les sujets que nous avons évoqués sont de 3 ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement, et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point est relatif à l'ensemble des relations que la BOAD entretient avec la Banque ouest-africaine de développement. Nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par des interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UMOA, et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon
avec laquelle cette zone évoluait. Voilà en quelques mots les éléments de notre audience. Il est à noter que le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Coulibaly, et la secrétaire générale adjointe de la Présidence de la République, Mme Masseri Touré Koné, ont pris part à cet entretien. En matière fiscale, la Direction générale des impôts a mobilisé 2109,3 milliards de francs CFA en 2021, soit un taux de réalisation de 108,8% par rapport aux objectifs de la loi des finances pour une évolution à la hausse de 182,7 milliards de francs CFA en glissement annuel. L'administration fiscale a également mobilisé 208,2 milliards au profit des collectivités territoriales décentralisées et de certaines entités publiques. Voilà la fiscalité de l'année qui vient de s'achever. Elle a été dressée ce 25 février par Louis Pomotazé, ministre des Finances, lors de la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés extérieurs du département dont il a la charge. De manière précise, le patron des Finances a rappelé les différentes réformes mises en œuvre. Le pays a mobilisé plus de 2109 milliards de francs CFA en 2021, soit un taux de réalisation de presque 109% par rapport aux objectifs de la loi de finances, avec une évolution à la hausse de 182,7 milliards en glissement annuel. En outre, l'administration fiscale a également mobilisé plus de 208 milliards au profit des collectivités territoriales décentralisées et de certaines entités publiques. En matière douanière, sur des objectifs de recettes budgétaires au titre de l'exercice 2021 de 804,7 milliards de francs CFA, l'administration des douanes a réalisé au 31 décembre de la même année des recettes de 851 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation en valeur relative de 105,8% pour une évolution à la hausse de 20,2% par rapport à l'année 2020. Tout ému, Louis Pomotazé dans les causes de la réussite de cette performance. L'administration des douanes a réalisé au 31 décembre de la même année des recettes de 851 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation en valeur relative de presque 106%, pour une évolution à la hausse de 20,2% par rapport à l'année 2020. Rassemblé autour du thème « Enjeux, attentes du progrès économique et financier avec le FMI 2021-2024 », l'homme fort du ministère des Finances a expliqué le choix du thème devant la grande famille du ministère, les partenaires nationaux et internationaux et les membres du corps diplomatique. Le Cameroun met en œuvre depuis le deuxième semestre 2021 un programme économique et financier appuyé par un accord triennal de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international pour la période 2021-2024 dans un contexte sanitaire, économique et sécuritaire toujours difficile. Ce nouveau programme devrait permettre de renforcer notre viabilité extérieure, contribuant ainsi aux efforts communautaires destinés à rehausser les réserves de change de la BEAC, conformément aux résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC de novembre 2019 et réitéré lors de celui du 18 août 2021. Bien plus, le programme devrait permettre d'atteindre également une croissance forte, soutenue et inclusive, appuyée par des financements adéquats et une politique budgétaire compatible avec la lutte contre l'expansion de la pandémie à coronavirus, la reprise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Cette rencontre unique à son genre est une occasion pour ceux-ci de réfléchir sur les voies et moyens pour atteindre les objectifs de la politique budgétaire 2022 et à long terme. Et surtout, avoir recours aux stratégies devant leur permettre de relever certains défis, notamment la modernisation de la gestion de la trésorerie et de la réduction, voire la maîtrise des finances publiques, afin d'éviter les risques budgétaires majeurs. C'est dans cette optique que le ministre veut se projeter avec succès sur cette année 2022. Ce nouveau programme devrait permettre de renforcer notre viabilité extérieure, contribuant ainsi aux efforts communautaires destinés à rehausser les réserves de change de la BEAC, conformément aux résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC de novembre 2019 et réitéré lors de celui du 18 août 2021. Bien plus, le programme devrait permettre d'atteindre également une croissance forte, soutenue et inclusive, appuyée par des financements adéquats
et une politique budgétaire compatible avec la lutte contre l'expansion de la pandémie à coronavirus, la reprise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Il s'appuie sur un ensemble de réformes structurelles destinées à améliorer, entre autres, l'amélioration des recettes budgétaires, la qualité et le processus de la dépense publique, la gestion des entreprises publiques, la maîtrise de la gestion de la dette publique et l'environnement des affaires. Malgré un contexte sanitaire difficile depuis 2020, l'activité économique a commencé à se redresser et les perspectives sont positives au niveau mondial tout comme au niveau national. Si l'on s'en tient aux propos du directeur général du FMI et président par intérim de la session d'administration tenue le 22 février qui dit, je cite, « L'économie camerounaise s'est montrée résiliente et se remet progressivement de la pandémie de Covid-19 avec les risques globalement équilibrés. » Fin de citation. On peut conclure que l'année qui s'achève était parfaite. Cette rencontre riche en réjouissances, partage d'expériences, a permis aux uns et aux autres de s'édifier sur plusieurs thématiques développées par les exposants. Sur très haute instruction du chef de l'État, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, Antonio Conceição, a été remplacé par Rigobert Song-Bahana. La nouvelle a été rendue publique par un communiqué signé du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwalekombi, et confirmé par la Fédération camerounaise de football. Rigobert Song, ancien défenseur de la sélection camerounaise, a fait ses premières armes de technicien sur le banc de la sélection des Lions A', qu'il a dirigé au championnat d'Afrique des Nations en 2018 avant de diriger la sélection des U23. Aujourd'hui âgé de 45 ans, l'ex-défenseur formé au Tonnerre de Yaoundé s'est fait connaître en Europe en portant les couleurs de Metz dans le championnat français, avant un passage en Italie, puis en Angleterre à Liverpool, à West Ham et en Allemagne comme en France. Il a ensuite évolué en Turquie sous le maillot de Galatasaray, de Trabzonspor, où il a mis fin à sa carrière de joueur en 2010. L'ex-international a porté 137 fois le maillot des Lions indomptables entre 1993 et 2010, disputant 4 Coupes du Monde, 8 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 sacres en 2000 et en 2002. Il sera assisté dans ses missions par le Français Sébastien Minet, qui a servi aux côtés de Claude Leroy en 2013 en République démocratique du Congo, puis au Congo en 2015 et en 2017 au Togo. C'est le Kenya qui lui offrira sa première chance comme sélectionneur en 2019 de l'équipe nationale kenyane, mais il ne fera pas long feu. Il va rebondir en Guinée équatoriale entre novembre 2019 jusqu'à mi-2020. Il sera ensuite engagé comme entraîneur en juillet 2021 par un club de la Première Ligue sud-africaine. L'international camerounais Augustine Simo, âgé de 43 ans, l'ancien milieu de terrain a notamment participé à la CAN 1996 et à la Coupe du Monde 1998 avec les Lions indomptables. Il a passé une bonne partie de sa carrière en Suisse où il a finalement rejoint l'encadrement du Servette de Genève en 2020. L'international Souleymane, entraîneur des gardiens, ancien gardien de but, il a également fait des beaux jours avec les Lions indomptables entre 2000 et 2010, avec à son compte 26 sélections. Côté club, le natif de Mokolo a débuté à Coton Sport de Garoua avant de rejoindre l'équipe nationale, puis la Turquie. L'ancien international Raymond Kala devient le nouveau team manager. Âgé de 46 ans aujourd'hui, il nous revient tout de suite le duo de l'Ars Infernal qui l'a longtemps formé avec Rigobert Song sous les couleurs du Cameroun. Il accompagnera donc de nouveau son ancien coéquipier, cette fois-ci en tant que team manager. Raphaël Fèvre, le Français de 48 ans, a également roulé sa bosse dans le domaine. Il a notamment été préparateur physique à la réserve de Bordeaux, puis du Paris Saint-Germain, de Valenciennes, Besse, Bastia et la sélection de l'Oman. Enfin, David Baltaz, en 2010, il entraîne l'équipe nationale de football de Saint-Martin avec Jean-Louis Richard. Il a travaillé plusieurs années comme entraîneur de football de l'école américaine de Casablanca au Maroc. Rigobert Song-Bahana hérite donc d'une sélection camerounaise ambitieuse et talentueuse qui a échoué au tir au but contre l'Égypte en demi-finale de la récente CAN jouée à domicile. Son premier défi sera de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022 à condition d'éliminer l'Algérie le 25 mars prochain lors des barrages de la zone Afrique. Le Conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est tenu ce lundi 28 février 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, sous la présidence du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP.
Après analyse de la situation sociopolitique, le président a procédé à la restructuration du RHDP. Écoutons un extrait de son discours. Je vous félicite, car nous devons être fiers du travail accompli par notre parti. Bravo à la direction du RHDP, bravo à tous les militants et à tous les responsables. Je voudrais également vous exhorter à continuer d'œuvrer à consolider notre grand parti afin de pouvoir relever les enjeux à venir dans un environnement qui verra probablement la création de nouvelles formations politiques. En tant que parti attaché aux valeurs de l'oufouettisme, nous devons toujours prôner le rassemblement et le dialogue. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Merci beaucoup. Outre le discours du président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, plusieurs personnalités se sont aussi exprimées à cette réunion. Au cours de ce conseil politique, le président Alassane Ouattara, par ailleurs, président du RHDP, a annoncé la dissolution de la direction exécutive du RHDP qui laisse place à un secrétariat exécutif du RHDP. Ainsi ont été nommés au poste ci-après. Président du directoire, Gilbert Kafana Koné. Vice-président, Robert Begré-Mambé. Vice-présidente, Kandia Kamara. Secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, Adama Bictogo. Trésorier, Téné Birahima Ouattara. Porte-parole général, Kwasi Kobeno Adjoumani. Porte-parole adjoint, Mamadou Touré. Chargé de la stratégie électorale, Mamadou Sanogo. Chargé du suivi de la réforme de la carte du militant, Sangafowa Koulibaly. Chargé de la promotion du genre, Jeanne Femont. Chargé de la promotion de l'autonomisation financière du militant, Yao Patricia Sylvie. Chargé de la stratégie d'organisation et d'implantation du parti, Dr Adama Koulibaly. Au nom du secrétariat général, Adama Bictogo a rassuré le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, que son équipe et lui joueront pleinement leur rôle. Le dialogue social permet aux différents acteurs de disposer de la bonne information pour opérer des bons choix dans la résolution des incompréhensions. C'est ce qui ressort de la 32e session du comité de concertation de suivi du dialogue social. Elle s'est tenue ce mercredi 2 février à Yaoundé au Cameroun. Au cours de cette rencontre présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, des réflexions ont été menées autour de deux thématiques majeures, notamment le rôle et la place du dialogue social stratégique de lutte contre l'inflation et la relation entre le gouvernement et le syndicat. À l'issue de cette rencontre, des résolutions ont été prises. Je suis candidate au nom de la France au poste de directeur général de l'Organisation internationale du travail, qui est l'organisation tripartite, gouvernement, patronat et syndicats, qui amène les normes et les programmes de développement du monde du travail. Et dans ce cadre-là, je fais une campagne pour espérer être élue fin mars. Et pour moi, il était très important de venir au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui est membre de l'OIT, mais qui siège aussi au Conseil, donc à l'instance de gouvernance de l'OIT, et qui est très dynamique au sein de l'OIT. Donc il était important pour moi de rencontrer les autorités camerounaises, je vais rencontrer aussi les partenaires sociaux. Donc j'ai rencontré le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je vais rencontrer le ministre des Affaires étrangères et les partenaires sociaux pour écouter et entendre quelles sont les préoccupations et les attentes du Cameroun vis-à-vis de l'OIT, et puis échanger sur les priorités communes que nous voyons en matière de protection sociale, de santé et de sécurité des travailleurs, d'emploi des jeunes, d'évolution du monde du travail. Donc nous avons eu un bel échange très fructueux là-dessus. Et je remercie les autorités camerounaises pour cet échange. Les questions sociales sont souvent traitées au rabais lorsque l'écho n'est pas accordé aux annonces des mouvements d'humeur ou des violations supposées ou réelles des droits des travailleurs en lieu et place des résultats enregistrés, explique le patron du ministère. Cette première assise de l'année 2022 a permis de rassembler le représentant du ministre du Commerce, les membres du dit comité. Cette plateforme a été mise en place par les pouvoirs publics pour garantir le travail décent dans ce pays qui se veut émergent à l'horizon 2035.
Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire a reçu une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale le mercredi 2 mars 2022 à la primature de la République de Côte d'Ivoire. La rencontre de la délégation des administrateurs de la Banque mondiale avec le chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Hachi, visait à s'imprégner de la vision et des priorités de développement de la Côte d'Ivoire sur lesquelles le groupe de la Banque mondiale pourrait renforcer ses interventions. C'est toujours un plaisir de recevoir, bien sûr, une équipe des administrateurs qui viennent sur le terrain pour s'enquérir, je dirais, pour toucher du doigt certaines réalités pratiques. Ça facilite souvent beaucoup plus les discussions parce que de loin, c'est pas toujours évident qu'on arrive à faire communiquer certains messages. La Côte d'Ivoire est dotée de l'un des portefeuilles projets les plus importants et diversifiés du groupe dans la sous-région, dans le domaine clé de l'économie. C'est nous qui approuvons tous les projets et de financement et aussi la stratégie de la banque. Donc on a le pouvoir d'orienter la banque ou le financement de la banque dans les projets stratégiques pour les pays. Donc pour ceux, et les amener sur le terrain, voir ce que les investissements que la banque a fait, l'impact que ça peut avoir sur nos populations nous aide avec les projets futurs et les décisions qu'on prend au Conseil. Le chef du gouvernement, son Excellence Patrick Hachi, a saisi l'opportunité pour présenter à la Banque mondiale le plan national de développement 2021-2025 qui veut accélérer l'accès des populations aux besoins sociaux de base et perforer le secteur privé. Le Premier ministre nous a donné les détails sur ces priorités-là pour qu'on puisse les appuyer davantage. La Côte d'Ivoire est clé pour la région. Si la Côte d'Ivoire continue à être stable, on a la chance que le reste de la région reste stable. Des projets structurants en cours de réalisation, lutte contre la fragilité des populations, appui au secteur privé, autant de projets qui nécessitent un accompagnement technique et financier de la Banque mondiale. Il est à noter que le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, et celui du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ont pris part à la séance de travail. Le super maire de la ville de Yaoundé a de nouveau accordé son soutien aux forces de maintien de l'ordre ce mardi 2 mars. Luc Messia Tangana a remis au délégué général à la Sûreté nationale les clés d'un bâtiment flambant neuf offert par la communauté urbaine de Yaoundé. Le bâtiment équipé d'un niveau situé non loin du bois Sainte-Anastasie au carrefour Ouarda va abriter le commissariat qui va sécuriser les établissements scolaires et les universités. Le délégué général à la Sûreté nationale, le patriarche Martin Bagangele, a dit toute sa gratitude au maire de la cité capitale pour cet apport galvanisant pour les éléments de la Sûreté nationale qui vient renforcer la sécurisation des populations de Yaoundé. Je voudrais une fois de plus vous exprimer notre grande reconnaissance. Je crois que c'est pour la 5e fois devant un bâtiment si somptueux que vous me mettez les pieds. De cette initiative personnelle, spontanée, que vous avez prise comme maire de la capitale du Cameroun pour renforcer les structures des services de la Sûreté nationale. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance de cette décision personnelle que vous avez prise. Je pense que la Sûreté nationale doit vous être reconnaissante pour cette initiative spontanée, je le répète, qui va permettre à nos services d'avoir une base à partir de laquelle peuvent mener des actions pour la sécurisation totale de notre capitale. Après les quartiers Bastos, Tinga, Olezoa, le célèbre carrefour Ouarda accueille son poste de police, un don du maire de la ville de Yaoundé qui milite pour l'amélioration des conditions de vie et du cadre de vie des populations. Le maire est chargé de l'amélioration des conditions de vie et du cadre de vie de ces populations. Et parmi les éléments qui entrent dans les conditions de vie d'une population, il y a effectivement la sûreté, la tranquillité, la sécurité. Et c'est dans cette optique que
j'ai cru utile de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de l'État qui œuvrent pour nous assurer cette sécurité. C'est dans ce cadre que les postes de police que la mairie de la ville installe de temps en temps dans les différents coins de notre ville. C'est dans ce cadre que cette activité trouve sa place, qui fait partie des missions régaliennes et officiel du maire. Le commissaire Fris Mafani Wole, nouveau commandant du poste de police du Bois Sainte-Anastasie, heureux de cette donation du maire de la ville, aura non seulement pour mission de veiller à la sécurité des établissements scolaires et universitaires, mais aussi et surtout à l'entretien de ce nouveau commissariat qui fait déjà la fierté des populations riveraines. Objectif atteint pour cette manœuvre multinationale organisée par le commandement américain des opérations spéciales pour l'Afrique, la SOCAF, au cours de laquelle le partage d'expérience et d'expertise ont été les maîtres mots. Débuté le 20 février 2022 et uniquement dédié aux forces spéciales des nations participantes, entre autres les forces spéciales de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana ainsi que du Niger, ont manœuvré et appris aux côtés de leurs homologues des forces spéciales des USA, du Canada, de la France, de la Norvège, du Royaume-Uni et les Pays-Bas. Flintlock 2022 avait une thématique exclusivement centrée sur la lutte contre le terrorisme. Pendant cette session, l'ensemble des savoir-faire et des procédures ont été revisités et actualisés par l'ensemble des 400 participants. Je voudrais indiquer que la périodicité annuelle de cet exercice montre la nécessité d'actualiser régulièrement la posture face à des acteurs sans cesse dans l'innovation. À ce titre, cette session de partage d'expérience ne peut être que d'un bénéfice certain pour l'ensemble des États en proie au terrorisme. Je demeure persuadé qu'à l'issue de l'exercice Flintlock 2022, l'ensemble des forces spéciales participantes partent mieux outillées en matière de savoir-faire et de savoir-être. Flintlock vient rappeler, si besoin en était, la nécessité de l'union des intelligences contre les acteurs du terrorisme, de l'extrémisme violent et de leurs autres vengeances. Entraîner les troupes à faire face à un péril qui arrive, c'est faire de la prévention. L'Académie de lutte contre le terrorisme est une réalité en termes d'infrastructure, une réalité en termes de formation, bref, une réalité tout court qui nous permet de constater que nous avons des hommes opérationnels à mesure de faire face à n'importe quelle situation. Après cet extrait du ministre Vangondo Diomandé, représentant du ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, le Flintlock existe depuis 2005 et est conduit par la SOCAF. Il se déroule alternativement dans des pays africains avec la participation d'armées occidentales et vise à renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines invitées. L'édition 2023 se tiendra au Canada sur la thématique de la piraterie maritime. Le Cameroun bénéficie gratuitement de deux majestueux projets. La construction d'un chemin de fer de 540 km devant Rélier, Balam au port de Crédit et la convention de concession du terminal minéralier de la même plate portière. La signature du contrat de partenariat s'est tenue ce 25 février ici au stade de Lendé à Yaoundé, Cameroun. Pour la circonstance, outre le parterre de ministres ici présents, Jean-Ernest Massenanga Lebibé, ministre des Transports, a représenté le gouvernement camerounais. Pierre Oba, ministre d'État congolais en charge des industries minières et de la géologie, a été l'envoyé de Denis Sassou Nguesso, président de cette république. Pour les partenaires, ces projets colossaux sont estimés à un montant de 10 milliards de dollars, soit 58 000 milliards de francs CFA, donc 40 millions de dollars. Ces infrastructures de transformation permettront d'évacuer la production du minerai de fer extrait du sous-sol congolais. Cette ligne ferroviaire permettra de connecter Nabeba, Badondo et Abima au Congo, explique le représentant des partenaires. Les deux projets combinés représenteront un investissement global de plus de 5 400 milliards de francs CFA
intégralement financés par le consortium constitué à cet effet. Bien entendu, et nous le répétons, aucun fonds public camerounais n'est requis pour le développement de ces deux gigantesques projets exclusivement adossés sur les efforts d'exploitation des minerais de la République du Congo et à terme, nous l'espérons, des minerais de la République du Cameroun, et intégralement financés par des investissements corporatifs. Selon le patron des transports camerounais, ces projets sont bénéfiques pour le pays. Le développement du projet du chemin de fer offre ainsi l'opportunité au Cameroun de diversifier son offre de transport dans la mesure où le trafic pourrait être ouvert au transport des marchandises au moment de l'exploitation. Il facilitera également le développement des infrastructures connexes bénéfiques pour les localités riveraines. Le secteur minier n'est pas en reste. En effet, bien que l'objectif prioritaire des deux projets soit le transport des minerais de fer issus de l'exploitation des gisements du nord du Congo, il constitue une aubaine pour l'exploitation des gisements du fer de notre pays. Je puis donc rassurer de ce que le contrat de partenariat et la convention minière qui viennent d'être signés ont intégré les avantages induits mentionnés et au-delà. De manière générale, mesdames et messieurs, ils prennent en compte et sauvegardent les intérêts de toutes les parties, ainsi que ceux de la République sœur du Congo. C'est une aubaine pour la jeunesse à la quête de l'emploi car c'est une source de recrutement des jeunes. Ces projets épousent également la volonté du chef de l'État de changer le paysage du pays à travers des infrastructures de communication, comme indique la stratégie nationale de développement SND30. Le projet de chemin de fer s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de développement du Cameroun SND30, dont l'objectif est de construire, je le rappelle, au moins 1500 km de chemin de fer supplémentaires d'ici 2030. Il épouse ainsi le plan directeur ferroviaire national qui prévoit les connexions avec les pays voisins. Il paraît donc évident qu'avec la réalisation de ce projet, l'objectif de la SND30 dans le secteur des infrastructures ferroviaires devait être atteint au moins à 30%. Sur le plan économique, les deux projets dans leur ensemble vont permettre d'injecter un investissement de près de 10 milliards de dollars, soit près de 5 500 milliards de francs CFA dans les économies du Cameroun et du Congo, sans incidence, bien entendu, négative sur les finances publiques du Cameroun. Outre ces avantages, le pays recevra également des royalties sur le droit de passage du minerai de fer et autres matières transportées de 0,25% des valeurs marchandes nettes de minerais par tonne. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bilumpat, a reçu en audience ce jour Viviane Los San Martin, ambassadeur de la République fédérale du Brésil au Cameroun. Les deux personnalités ont revisité et surtout magnifié l'excellence des relations de coopération qui lient les deux pays depuis plus de 50 ans. Viviane Los San Martin a réaffirmé la volonté du Brésil de participer à la valorisation du patrimoine historique du Cameroun. Ma mission touche à sa fin. Dans quelques jours, donc je tenais à dire au revoir au ministre de la Culture, des Arts et de la Culture et à son équipe. Et on a un peu échangé sur les projets que nous avons depuis 2019 à propos de la candidature du port de Bimbia au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, mais le ministre m'a rassuré l'intérêt du gouvernement du Cameroun d'avoir la coopération du Brésil en ce qui concerne la capacitation des responsables de ces dossiers. Et donc, on s'est mis d'accord pour donner suite à ces projets que malheureusement a été interrompu à cause de la pandémie. Et donc, nous espérons que dans le deuxième semestre, on va pouvoir faire venir de nouveau l'expert brésilien
qui a été le responsable pour l'inscription du quai de Valongo à Rio de Janeiro sur la liste mondiale du patrimoine et que nous pouvons comme ça contribuer à la valorisation du patrimoine historique du Cameroun. Pour rappel, la relation de coopération entre le Brésil et le Cameroun s'est davantage matérialisée dans le domaine des arts et de la culture avec la signature en novembre 1972 de l'accord de coopération culturelle. La mise en œuvre de cet accord de coopération au bénéfice des deux peuples camerounais et brésiliens avait donné lieu à la signature du programme exécutif du dit accord pour la période de 2010-2013, traduisant ainsi la dimension stratégique des relations qui unissent les deux pays. L'actualisation en cours par les deux parties de l'accord de coopération culturelle pour la période 2022-2025 contribuera à promouvoir et à favoriser une meilleure connaissance des deux cultures et surtout à davantage élargir les échanges artistiques et culturels avec un accent mis sur la préservation du patrimoine culturel. C'est une bonne nouvelle pour les populations du village Siméon. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Sangana, accompagné des responsables de la communauté urbaine de Yaoundé, a procédé ce jour au lancement du projet d'aménagement d'une voie d'accès au village Siméon 3, une localité située dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e. L'événement s'est tenu en présence du maire de cette localité, des élites venus nombreux ainsi que des populations riveraines très heureuses. Particulièrement content ce jour par cet ouvrage initié par le maire de la ville pour une double raison. Non seulement ça bénéficie à la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e, et plus particulièrement ça se passe dans mon village. Donc je ne peux pas vous dire, je suis ému. Et au-delà de ça, j'ai suivi le maire de la ville, nous a promis très prochainement la construction d'un marché dans le même village, c'est-à-dire le village de Nkolingui. Donc je suis natif, vous savez, je suis peut-être maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e, mais je suis natif de Nkolingui. Donc vraiment, je remercie le maire pour toutes ces bienfaisances. Un projet parmi tant d'autres, initié par le super maire de la ville aux 7 collines, afin de faire de Yaoundé une véritable métropole sur tous les plans. Un des volets de ce plan d'action concerne effectivement le bitumage du tronçon de route qui réunit cet après-midi. D'autres travaux sont prévus à travers la ville. Certains sont déjà lancés, d'autres seront lancés incessamment. Pour ce qui est, par exemple, du volet amélioration de la voirie urbaine, j'ai commencé pendant la période de la CAN et ce travail va se poursuivre par la réhabilitation des principales voies existantes et le raccordement de certaines anciennes voies qui s'étaient beaucoup dégradées entre-temps. Ce volet est mené en partie par le génie militaire, qui est une structure compétente, connue dans notre pays et dont la présence aux côtés de la mairie de la ville de Yaoundé a bénéficié du haut accord préalable du chef de l'État, chef des armées. Et ce travail est également financé par les moyens de la mairie de la ville. En effet, il s'agit essentiellement d'un projet d'aménagement d'un espace marchand, d'une route bitumée de 300 mètres, dont les travaux seront livrés d'ici 6 mois, comme le précise le responsable du projet. Alors, il s'agit du projet d'aménagement d'une voie dans le village Siméon 3. Le projet, il s'agit d'une route bitumée en enrobé bitumineux d'une largeur de 5 mètres en moyenne et une longueur de 300 mètres. Alors les différentes couches, il y aura une couche de fondation en grave latéritique, une couche de base en grave concassé et on aura également un dallo et un mur de soutènement qui ira dans les 60 mètres. Et le projet dans sa globalité va être fait en 6 mois, comme le contrat le prévoit. Alors nous espérons que tout va se passer normalement et que la collaboration avec les populations sera saine. Donc voilà un peu en ce qu'il s'agit du projet. Un chantier qui sera exécuté par l'entreprise Cameroun BTP, partenaire stratégique de la communauté urbaine de Yaoundé pour ce projet.
Au total, 40 véhicules de fonction flambant neufs ont été offerts ce mercredi 2 février aux préfets et aux sous-préfets de chaque localité du Cameroun. La cérémonie de rétrocession de ces engins à 4 roues a été présidée par le ministre de l'administration territoriale. Dans son mot de circonstance, Paul Atangandi a exhorté ses récipiendaires à faire bon usage de cet outil de déplacement, dont du chef de l'État. Pour le représentant du président de la République, Paul Biya, cette dotation permet d'améliorer leurs conditions de travail. Dans le souci permanent d'améliorer les conditions de travail des autorités administratives, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait une dotation spéciale de 40 véhicules de fonction à certains préfets et sous-préfets. 40 véhicules de par le temps qui court, c'est un événement important et une mesure forte qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. Il y a longtemps, je dis bien très longtemps, on n'avait pas vu une telle dotation importante accordée une seule fois à une administration camerounaise. Je voudrais, en toute humilité, dire merci, 1000 fois merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cette haute marque d'attention accordée aux autorités administratives. Il s'agit des véhicules flambant neufs. À l'époque, on disait peña peña. Il faut donc bien conserver ces véhicules, surtout bien les entretenir. Il a tout de même exprimé la volonté du chef de l'État doter tous les 360 sous-préfets et 58 préfets d'un véhicule de fonction. Pour les heureux récipiendaires, cet accompagnement leur permettra d'accomplir leurs devoirs régaliens. Elle est très grande de bénéficier d'une nouvelle dotation en matériel roulant de la part de son Excellence M. Paul Biya. Et pour nous, c'est une attention sublime, parce que ça relève notre environnement et notre cadre de travail. Avec ceci, nous allons être plus diligents à servir les populations de Bafia qui attendent déjà ce joyau pour davantage reconnaître que le chef de l'État est à l'écoute de tout le monde. À Bafia, ça va rouler flambant neuf. C'est le même son de cloche pour le préfet du département de l'Océan. Une réaction de gratitude. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu mettre à notre disposition ce véhicule qui nous sera d'une très grande utilité dans l'exercice de nos missions au quotidien pour l'encadrement des populations du département de l'Océan. Donc nous voudrions donc ici exprimer notre reconnaissance envers le chef de l'État et prendre l'engagement d'en faire un bon usage. Avant de remettre la fiche d'entretien aux autorités administratives, le patron de l'administration territoriale a tout d'abord vérifié la vitesse, le frein de ces engins roulants avant de le retrocéder aux différents chefs de terre ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé au Cameroun. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info non-stop.